Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Salif Koné, Tahirou Dembélé, Alfred Thiango, merci d'être restés sur ce plateau. Tout de suite, le Zoom. Trois Africains sur 4 n'ont toujours pas accès à l'électricité. Dans certains pays, c'est moins de 10% de la population qui accède à cette énergie. Ce soir, nous nous sommes penchés sur la situation au Malawi qui fait face à d'importants délestages. Pour y faire face, le pays a décidé d'une part d'importer de l'électricité depuis le Mozambique, mais aussi l'Afrique du Sud. Et d'autre part, le Malawi veut développer une centrale hydroélectrique. Seulement voilà, le pays dépend déjà de l'hydroélectricité, une dépendance qui combinée aux vagues de sécheresse qui secouent régulièrement la région australe, entraîne souvent des déficits énergétiques. Siamlo, Victoria Sechi. Le gouvernement malawite veut réduire le déficit énergétique du pays. Le Malawi fait face à des vagues de sécheresse et doit importer jusqu'à 200 MW d'électricité. Pour y remédier, un accord a été signé avec la Société financière internationale afin de construire une centrale hydroélectrique via un fonds doté d'un capital de 150 millions de dollars. Le Malawi dépend de l'aide extérieure à plus de 70%. Il a vraiment un très petit pourcentage dans le domaine de la transformation. Donc, à la fois, il faut investir dans l'énergie, mais aussi attirer les investissements pour permettre la transformation agricole, source de revenus au pays, pour permettre une valeur ajoutée à la production nationale. Il s'agit également d'augmenter le nombre de projets bancables dans le secteur de l'énergie. La centrale, prévue être érigée sur le fleuve Chiré qui relie le Mozambique, aura une capacité de 258 MW et devrait améliorer la puissance électrique du Malawi, dont le besoin est de 350 MW. À noter que le pays dépend à plus de 90% de l'hydroélectricité. L'énergie classique, c'est plus facile, c'est connu par tout le monde. Il n'y a pas assez des expérimentations qu'il faut faire. Par contre, le soleil, il faut pas mal des études approfondies, ce qui fait que la plupart des pays africains n'ont pas de moyens suffisants pour investir dans la recherche. C'est un défi à la fois financier et en ressources humaines. D'ici 2040, les autorités ambitionnent d'augmenter le taux d'électrification nationale à 60% contre 30% actuellement. Un projet de construction d'une centrale solaire de 10 MW a été lancé. De centrales de 86 MW devraient par ailleurs être opérationnelles d'ici la fin 2019. Alors, le Malawi, à peine 11% de la population a accès à l'électricité. Vous l'aurez compris, les chiffres divergent au niveau du taux de l'électrification. Le Malawi, ce qui est certain, dépend déjà à plus de 90% de l'énergie hydroélectrique. Une dépendance qui, on l'a dit dans le sujet, additionnée à la sécheresse dont est régulièrement victime la région, entraîne d'importants déficits. Salif Koné, quels pourraient, compte tenu de cette situation, être les effets de cette nouvelle centrale hydroélectrique, on le précise? Voilà, pour moi, je ne suis pas trop partisan de cette centrale hydroélectrique, puisque aujourd'hui, le Malawi, étant un pays africain, sera victime plus ou moins du changement climatique. Parce que la source, c'est de savoir le changement climatique, elle peut être une des conséquences de l'assèchement de ce lac qui, elle aussi, a une conséquence sécuritaire et alimentaire sur les populations. On se rend compte qu'en Afrique, nous avons du soleil à ne plus à savoir quoi en faire. Et je pense que l'orientation principale que nous devons avoir, c'est dans l'énergie renouvelable, parce qu'il existe des fonds européens dans des d'autres sources d'énergie. D'autres sources d'énergie, oui, que l'énergie hydraulique. Nous devons avoir une énergie combinée autant hydraulique que solaire pour essayer de répondre à ces différentes problématiques-là. Parce que l'histoire nous a montré que quand nous investissons que dans une énergie, parce que à la sortie de l'indépendance, on avait un climat qui était favorable, sans penser à des désastres climatiques comme ça. Et aujourd'hui, le gouvernement est obligé de s'endetter avec des sociétés privées pour essayer de compenser ce manque à gagner. Et ce sera encore les populations qui auront la facture à payer sur ces gros investissements et qui vont encore les affamer déjà qu'ils n'arrivent pas
à vivre correctement. On se rend compte qu'il y a une grande exode des populations qui abandonnent les villages parce qu'on a le fleuve qui s'est retiré. Donc ces villages-là, les écoles, tout ça sont abandonnés et les populations suivent les bordures du lac pour pouvoir s'approvisionner en eau potable et dans des ressources de la pêche. Donc pour moi, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir à ce sujet-là, sur l'orientation et sur la pertinence finalement de ce projet. Alfred Tchongo. Non, je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire Koné, mais je crois que l'énergie hydroélectrique est aussi une énergie propre. C'est vrai que c'est monumental, mais au regard de la taille du pays, du Malawi, et ce besoin en consommation, ces 258 additionnés aux 350 actuels, ça permet plus ou moins de compenser ce déficit énergétique. Bien. Maintenant, l'avantage, c'est que ça peut permettre, une fois construit, ce barrage, sortir les populations quand même de ces déficits électriques. Hein. Ça, c'est l'un des enjeux. Mais c'est vrai que la réflexion doit être dans ce mélange des énergies. Le soleil, on en a à revendre en Afrique, d'accord? On n'y pense pas souvent. Et il y a des fonds qui existent pour financer justement l'installation de ces énergies renouvelables, en tout cas photovoltaïques. Donc il faut y penser. Maintenant, par rapport à l'agriculture, justement, l'électricité, c'est nécessaire pour permettre de fixer les gens sur place. C'est vrai qu'il y a le problème de l'eau qui se pose, mais l'électricité peut permettre justement de fixer les agriculteurs, les éleveurs, et des pompes à eau, hein, de faire venir de l'eau et puis de les stabiliser. L'exode, effectivement, suit ce dérèglement climatique. C'est un peu comme pour le lac Tchad qui s'assèche et puis petit à petit. Donc voilà. Donc il y a une réflexion à avoir dans ce sens-là. Alors, Alfred Tchongo, vous avez abordé très brièvement la question du financement. Là. Il y a quand même un gros manque de financement. L'Afrique attend toujours, d'ailleurs, la concrétisation des promesses formulées à la COP21, c'était déjà en 2015, Tahirou Dembélé. Oui, on va dire la COP21 était basée sur les Américains qui devaient payer avec les Chinois. D'office, les Américains ils ont dit qu'ils ne payeront pas. Je pense que ça a causé, c'est les premières causes des problèmes. Et puis, comme il dit Koné et Alpha, il faut qu'on investisse sur le solaire. Je pense que c'est ça qui est mieux. Mais bon, les financements quand même, pour le moment, on ne l'a pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Et ça va être difficile de l'avoir parce qu'avec tout ce qui se passe en Afrique... Donc difficile pour un pays comme le Malawi, extrêmement pauvre, de diversifier Bon, c'est pas... Au moins, ils essayent, hein. Ils essayent, hein. Alors non, parce qu'ils s'appuient toujours sur l'hydroélectricité. Oui, mais moi j'ajouterais juste une chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi un fait qu'en Afrique, on oublie souvent, qu'on néglige souvent. C'est-à-dire que, le Malawi est un pays enclavé. Quand on regarde la géographie justement de cette Afrique australe, ce sont des pays qui sont interpénétrés, compénétrés, et donc il y a possibilité de mutualiser tous ces moyens-là. Électriques, hydroélectriques ou photovoltaïques, donc les nouvelles énergies écologiques, renouvelables. Donc il y a cette possibilité-là. On ne pense jamais en termes justement de cette mutualisation qui permettrait que lorsqu'il y a un déficit ici, nous compensons. Et ainsi de suite. Je crois qu'il y a un tel projet en Afrique occidentale, en tout cas Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, etc., pour essayer justement de mutualiser de ces moyens-là. Donc je crois que c'est bien ce que le Malawi fait, mais le Malawi seul ne peut pas s'en sortir parce que c'est un tout petit pays pauvre, effectivement, qui a besoin de ses voisins qui ont plus de moyens. Et donc, une réflexion dans ce sens-là ne serait pas mal, quoi.
Salif Koné. Alors, moi, je vais revenir un peu sur les différents financements. Je sais qu'à la COP21, il a fallu que les pays africains, d'une seule voix, pour porter vraiment les projets ou les conséquences du dérèglement climatique sur l'Afrique, qui n'est pas responsable en partie de ça, avait fait un front commun pour aller revendiquer et réclamer des fonds nécessaires pour pouvoir eux aussi passer le cap de leur transition énergétique. On se rend compte qu'après la COP21, la COP22, autant, les fonds promis n'arrivent pas. Donc on se pose la question, est-ce que vraiment les puissances qui sont les plus polluantes aujourd'hui veulent que le continent africain puisse s'en sortir? La volonté aussi des pays africains, comme l'a dit le président Kagame en tant que président de l'Union africaine, a dit, si nous voulons nous en sortir, il faudrait que nous soyons capables, nous Africains, de pouvoir nous-mêmes financer les projets africains. Voilà. Voilà. Donc, tant que nous n'aurons pas pris conscience que le développement africain doit se faire par des financements africains et que par les Africains, nous ne nous sortirons jamais. On peut faire des colloques comme on veut, discuter comme on veut, sortir des théories comme on veut, ça ne servira à rien tant que cette prise de conscience n'aura pas abouti. Il faudrait des hommes forts, capables elles-mêmes de pouvoir imposer ces choix, ces stratégies pour que les Africains demain puissent vivre dans des conditions décentes. Il est inadmissible aujourd'hui que l'Afrique soit le continent le plus peuplé, le plus riche, mais nous sommes les derniers, la dernière roue du carrosse. Posons-nous les questions, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est ce que je disais, parce que la COP21 était vraiment basée sur les Américains, avec les Chinois qui devaient financer tout. C'est ce qui était basé, c'est ce que la France disait COP21, COP22. Bon, ce que Paul Kagame dit, je suis entièrement d'accord avec ça, mais où trouver ces financements? On ne produit rien. Non, je ne suis pas d'accord avec... Il faudrait démêler, je suis pas un problème d'orientation. L'orientation sur le PIB des pays, que chaque pays... avec la richesse qu'elle prend, on prendra 1% de la richesse de ce pays qui sera versé dans un fonds et que ce fonds-là permettra aujourd'hui de répondre à certains problèmes. Non seulement ça, mais je pense aussi que le partenariat public-privé, c'est quelque chose d'important. Il y a quand même des milliardaires privés en Afrique qui peuvent aussi financer. Vous voyez, juste rapidement, petit exemple. Vous voyez, Notre-Dame a brûlé en l'espace d'un jour 1 milliard pour la reconstruction. Alors que nous avons en Afrique des milliardaires, des chefs d'État, de gouvernement, des pays qui sont là, personne n'est capable de penser que il faut que Kagame vienne dire il faut que le développement de l'Afrique c'est nous-mêmes, mais il y a des pays qui rechignent justement à mettre la main au portefeuille. Donc c'est problématique. Non, mais le problème des milliardaires africains, c'est de voyager en jet privé. C'est de faire de Facebook, c'est ça. Alors, pardon, mais alors, on va peut-être d'abord pointer la responsabilité des États, oui. Des États. Oui, en premier lieu, c'est les États, mais les Malawi, c'est ce que je disais auparavant, parce qu'ils essaient de les faire, parce qu'eux, déjà, ils exportent de l'électricité de gauche à droite. Hein. Bon, ils font les centrales, je pense que leur consommation c'est 350 ans. Ils sont à 280, donc il va manquer que 50 ou 60, donc c'est déjà beaucoup déjà. Tout à fait. Bon, si je me mets à parler de la Côte d'Ivoire, du Guinée, tout ça, donc nous, les Malawi, ils font plus que nous. Mais exactement. Non, mais ça, voilà. Pour venir, c'est que le problème qui existe, la sécheresse qui existe au Malawi aura une conséquence forcément sur le Mozambique, sur les pays voisins qui sont là, puisque le fleuve, il continue à descendre et il n'est pas arrêté. Donc, si on ne voit pas dans une vision de mutualisation de nos efforts, on ne s'en sortira pas. Comme l'a dit Alfred, il faudrait qu'ensemble, pour une fois, les Africains essaient de travailler ensemble. Parce qu'on a de la richesse, mais on n'arrive pas à travailler ensemble. On n'arrive pas. On cherche les solutions, on les cherche ailleurs, alors que nous avons des enfants qui sont sur le continent, qui sont capables de répondre à ces problématiques. Tout à fait. Donc nous devons, dans notre vision des choses, dans notre nouvelle gouvernance ou une nouvelle génération d'Africains qui arrive, pour dire, nous devons nous faire confiance d'abord, avant de faire confiance aux autres.
C'est une question importante, la question aussi de la confiance, hein, qui fait effectivement que, quand je disais, il y a la réticence quand ça a été créé la zone de libre-échange en Afrique, par exemple, et que Kagame a dit on va plus chaque État, etc. Il y a eu des réticences pour dire, mais enfin, lui, il explique ça simplement que si nous ne commençons pas d'abord nous-mêmes à investir sur nous-mêmes, mais pourquoi voulez-vous que les autres viennent? Ils vont faire des promesses et puis ils vont laisser filer. Entre-temps, le temps il passe, on s'endette. Dit qu'on ne se fait pas confiance entre nous, Africains. Il faut que ça commence déjà par là. Et puis, je dis, le partenariat public-privé est important pour l'Afrique, hein, aujourd'hui et demain. Tant que ça ne sera pas comme ça, parce que de toute façon, les États, ce sont des politiques simplement, des cadres juridiques, des cadres tarifaires qu'ils fixent. Mais le reste, les États ne génèrent pas de ressources personnelles comme ça. Parce que lui, il parlait des partenariats publics, mais ce qu'il faut savoir aussi, les projets de partenariat public, c'est financé à moitié par l'Union européenne. Donc, voilà. Eh bien, bon, comment on veut avoir de la liberté, on veut avoir de la démocratie, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de payer le loyer de notre maison. Ah oui. Quand vous n'êtes pas chez vous et que vous n'avez pas payé le loyer, chez vous, excusez-moi de dire ça, mais comment on peut avoir la parole? C'est vrai. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à vous, Salif Koné. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de défense. Tahirou Dembélé, chef d'entreprise et secrétaire général de l'Association des Maliens de Cergy-Pontoise. Un grand merci à vous également, Alfred Tchongo, éditorialiste d'Africa 24. Merci Zara, vous avez tenu de m'admettre sur le plateau et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil bienveillant. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très vite. Belle soirée. Merci. C'est pas possible. Vous avez...